Chapitre 2. La chute. Ce fut brutal. Pas une lente agonie comme les générations précédentes l'avaient redouté. Pas un lent glissement vers le chaos, mais un basculement presque net. Un claquement de doigts à l'échelle du globe. Tout avait commencé par un effondrement financier, le dernier d'une longue série. En quelques jours, les marchés devinrent fous. Les monnaies s'effondrèrent. Les États, déjà à genoux, se replièrent sur eux-mêmes. Les réseaux furent coupés. Les avions cessèrent de voler. Les frontières de s'ouvrir. Puis vinrent les famines, les pillages, les répressions. Et enfin, ce que beaucoup avaient juré ne jamais voir de leur vivant, la guerre totale. Personne ne sait qui a appuyé en premier. Certains disent que c'était accidentel, d'autres parlent de représailles. Mais les faits sont là. Les bombes sont tombées. Pas quelques-unes, des centaines. Des charges nucléaires tactiques d'abord, puis des têtes lourdes. Puis les grandes capitales se sont éteintes. Paris, Londres, Moscou, New York, Pékin. Chacune s'est effondrée dans un souffle de lumière et de feu, avant de disparaître sous un nuage épais, sale, irradié. Alors le monde a paniqué. Les populations, abandonnées par leur gouvernement, se sont ruées vers les entrées des bunkers publics, ceux que les États avaient promis, bien des années plus tôt, de garder en cas d'urgence. Mais ces abris étaient trop petits, mal entretenus et déjà pleins. À l'entrée des centres d'hébergement, des foules hurlantes se sont massées, cognant sur les portes, implorant qu'on les laisse entrer. Des familles entières ont été laissées dehors, par manque de place ou par peur de la contamination. Des soldats ont tiré sur leurs propres concitoyens. Des officiers ont déserté. Et dans le fracas des rues qui s'effondraient, des millions de voix ont été englouties. Mais eux, ils n'étaient pas là. Les puissants, les investisseurs, les architectes de la chute s'étaient retirés depuis longtemps dans leurs propres bunkers, bâtis à l'écart du monde, à flanc de montagnes, sous des forêts interdites, au cœur d'îlots sécurisés, là où aucune foule ne viendrait troubler leur confort. Ces complexes luxueux, creusés dans la roche, étaient plus que des abris. Ils étaient des sanctuaires, climatisés, étanches, filtrés, équipés de salles de sport, de salons design, de piscines souterraines et de baies vitrées blindées donnant sur des vallées désormais interdites au commun des mortels. Ils ne couraient pas, ils ne criaient pas, ils observaient. Et quand les premiers missiles furent lancés, quand les premières images de la chute de Berlin, de la disparition de Tel Aviv ou de la disparition du Texas défilèrent sur les écrans géants de leurs salles de commandement, ils trinquèrent. Le vin était blanc, frais, d'un grand cru français qu'aucun vignoble ne verrait plus jamais naître. Les verres tintaient contre les vitres renforcées. Certains souriaient, pensant à ceux qu'ils avaient laissés dehors. D'autres restaient silencieux, les yeux fixés sur les cartes thermiques du monde qui s'effondraient.